We owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother. Understanding and example. A promise with destiny. Une décision, une signature, un changement irréversible dans la lignée royale. Il n'en fallut pas plus au roi Charles pour briser l'image soigneusement construite de la monarchie et déclencher la crise royale la plus dramatique depuis des décennies. Entre les murs de Buckingham Palace, le silence céda la place à la panique tandis que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Toute la famille de Camilla avait été rayée de la lignée royale. L'acte lui-même fut bref, un simple parchemin, un trait de plume. Mais ses répercussions ont englouti la Grande-Bretagne et au-delà. Et tandis que le public suivait les gros titres rares, étaient ceux qui comprenaient la raison profonde de ce décret monumental ni le chaos qu'il allait déclencher. Tout commença comme souvent dans le monde royal à huis clos. La galerie de la reine était fermée. Pas d'assistants, pas de presse. Seuls quelques membres de la famille royale furent convoqués sous prétexte d'affaires urgentes. Mais même eux ignoraient ce qui allait arriver. Lorsque le roi Charles entra dans la chambre parchemin à la main, son expression était indéchiffrable, calme voire froide. Il ne parla pas, il n'hésita pas. Il signa simplement. Les personnes présentes ont décrit le bruit du stylo grinçant sur le papier comme plus fort que le tonnerre. À la lecture du décret, elles sont restées bouche bée. Les enfants de Camilla, Tom Parker Bowles et Laura Lopes ont été effacés. Pas rétrogradés, pas mis à l'écart, effacés. L'encre était à peine sèche que la nouvelle éclata. Devant les grilles du palais, les journalistes se bousculaient. Le roi Charles retire la famille de Camilla de la succession. S'affichait sur tous les écrans britanniques. Les réseaux sociaux explosèrent. Était-ce une trahison, un rétablissement de la pureté royale ou quelque chose de plus sombre? Les réactions furent vives et conflictuelles. Les partisans de la princesse Diana saluèrent la décision, la jugeant trop longtemps attendue. Les monarchistes louèrent Charles pour avoir préservé le caractère sacré de la lignée et des traditions. Mais d'autres furent horrifiés. Comment un roi pouvait-il bannir ses beaux enfants avec une précision aussi glaciale? Qu'en était-il du rôle de Camilla, non seulement comme consort, mais aussi comme mère et matriarche? Et pourtant, ce moment n'était pas né de nulle part. Dans les mois qui avaient précédé le décret, les tensions s'étaient accrues. En coulisses de subtils jeux de pouvoir se produisait un mécontentement public grandissant et une surveillance accrue du rôle des parents non consanguins dans le protocole royal. Les médias britanniques, enhardis par le décès d'Élisabeth II, avaient commencé à s'interroger sur l'influence croissante de Camilla. Pourquoi ses enfants étaient-ils assis au dîner d'État? Pourquoi saluaient-ils les dignitaires étrangers? Et surtout, pourquoi étaient-ils placés si près de la couronne? Les tabloïds n'étaient pas les seuls. À l'intérieur du palais, William et Catherine observèrent la scène avec inquiétude. Des sources proches du couple ont décrit un changement de ton, une atmosphère plus froide et plus réservée chaque fois que les enfants de Camilla participaient à des événements officiels. Selon le Times, un haut courtisan a même averti Charles directement que des lignes floues conduisent à des trônes brisés. Le problème n'était pas seulement une question de privilège, c'était une question de pouvoir et de perception. Dans une monarchie définie par le sang et la tradition, la présence de Tom et Laura commença à ressembler à une exagération calculée. Même le public commença à le remarquer. Les commentateurs BBC Radio 4 et Sky News ouvertement demandaient si la reine consort était en train de remodeler le récit royal pour favoriser son héritage au détriment de celui de Diana. Et puis vint le coup final, une découverte privée qui allait faire pencher la balance. Lors d'une réorganisation posthume des archives privées de la reine Elisabeth, des conseillers ont exhumé une enveloppe scellée portant les armoiries de Diana. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite émouvante et menaçante. Elle avertissait Charles de ce qu'il attendait désormais. Une fille où écrivait « Diana porterait non seulement un titre, mais aussi l'esprit futur de la monarchie. Protégez-la, implora-t-elle, protégez la lignée. » Pour Charles, qui avait passé des années tiraillé entre devoir et affection, la lettre éliminait toute excuse, toute justification. Et c'est pourquoi, selon une source proche de Clarence House, il signa le décret en silence, les yeux rivés sur le fantôme d'une femme dont les paroles avaient encore plus de pouvoir que n'importe quelle couronne. Mais cet acte censé rétablir l'équilibre a au contraire déclenché une tempête. Déjà, les alliés de Camilla s'organisent discrètement. Une fuite dans la presse française provenant prétendument d'un proche de la reine consort a suggéré que Charles avait rompu des promesses faites durant leur mariage. Les médias allemands ont suivi avec des accusations de duplicité, tandis que les tabloïds italiens ont évoqué des conversations secrètes entre Camilla et des journalistes étrangers. Ce n'est pas seulement un décret royal, c'est le début d'une guerre. Une guerre de sang d'héritage et de loyauté brisée. Et maintenant, alors que le Royaume-Uni observe la situation avec impatience, une question demeure, le roi Charles a-t-il simplement sauvé la monarchie ou l'a-t-il condamnée? Derrière la grandeur des cérémonies royales et les sourires figés des apparitions publiques, couvait une rivalité sourde. Une rivalité que peu osaient exprimer à voix haute, mais que chacun ressentait au palais.
Il ne s'agissait pas d'une lutte pour les titres ou les terres, mais pour l'influence, la présence et surtout l'héritage. Au cœur de cette tension grandissante se trouvaient deux femmes, issues d'univers radicalement différents. Laura Lopes, fille de la reine consort Camilla et la princesse Charlotte, petite-fille de Diana et future reine de sang. Bien que Laura n'ait jamais porté de titre royal, elle occupait de plus en plus une place longtemps réservée aux personnes nées dans la maison de Windsor. Sa présence aux cérémonies officielles devint une habitude, ses places s'ajustant subtilement à des positions plus importantes au fil des ans. Ce n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une manœuvre discrète mais constante orchestrée avec soin par Camilla, qui comprenait mieux que quiconque que le pouvoir dans la monarchie ne se résume pas au titre, mais à la visibilité. Alors que Laura côtoyait les dignitaires étrangers, participait aux réceptions diplomatiques prestigieuses et assistait aux mariages royaux avec une assurance croissante, son ascension commença à jeter une ombre sur la princesse Charlotte. À seulement 9 ans, Charlotte était déjà devenue un symbole de continuité pour la monarchie britannique. La presse la surnommait souvent la nouvelle princesse du peuple, la comparant à sa grand-mère Diana, non seulement par ses manières, mais aussi par sa grâce tranquille et son assurance inébranlable. Cette comparaison n'a pas échappé à Camilla. Elle n'a pas échappé non plus à Laura qui en aurait parlé à des amis proches, selon un extrait divulgué et publié dans le Sunday Telegraph, qu'elle était tout autant une fille de la monarchie par l'esprit. Ce sentiment aussi flatteur qu'il ait pu paraître à certains a fait froid dans le dos des traditionalistes du palais, car l'esprit seul ne fait pas un roi. William et Catherine avaient longtemps gardé leurs inquiétudes pour eux, mais à mesure que la présence de Laura s'affirmait, ils commencèrent à ressentir la pression de définir des limites claires. Sans jamais être ouvertement conflictuel, le malaise de Catherine se manifestait par de brefs moments, un regard en coin lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster, un sourire plus crispé que d'habitude lors d'un banquet d'État. Pour une femme maîtrisant l'art de la prestance en public, ces petits signes révélateurs en disaient long. Derrière des portes closes, Catherine aurait exprimé sa frustration à ses collaborateurs principaux, qualifiant le comportement de plus en plus prétentieux de Laura de provocateur et inapproprié. Selon une source proche du dossier qui s'est entretenue avec le gardien sous couvert d'anonymat, Catherine a déclaré un jour « Il ne s'agit pas seulement de savoir qui s'assoit où, il s'agit de savoir qui représente quoi ». Le malaise grandissant ne se limitait pas à la famille royale. Des observateurs de longue date de la famille royale commencèrent à s'interroger sur la perception que la famille de Camilla était traitée comme des initiés de la famille royale. Les commentateurs politiques BBC, Newsnight, soulevaient des inquiétudes légitimes. Si la monarchie existe pour servir une lignée symbolique, quel message envoie-t-elle lorsque des parents non consanguins sont autorisés à avoir une telle proximité avec le pouvoir? La perception du public a suivi. Les forums en ligne et les sondages d'opinion sur des plateformes comme YouGov ont reflété un changement. Début 2025, plus de 42% des personnes interrogées estimaient que les enfants de Camilla étaient trop impliqués dans les affaires royales. Ces chiffres ont provoqué une onde de choc au sein de l'équipe de communication du palais qui avait travaillé sans relâche pour présenter un front uni. C'est ce malaise lancinant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais, qui a motivé la décision dramatique de Charles. Pendant des années, il avait évité de choisir son camp. En tant que monarque, il s'efforçait de maintenir un équilibre entre tradition et progrès devoir et affection, sang et lien. Mais la surveillance croissante du public rendait la neutralité intenable. À cette poudrière s'ajoutait la tension croissante entre la jeune génération et l'institution dont elle était censée hériter. William, toujours soucieux de l'héritage de sa mère, commença à percevoir la notoriété croissante des enfants de Camilla, non pas comme une coïncidence, mais comme une menace. Et Charlotte, malgré son âge, commençait à le pressentir elle aussi. Selon une ancienne nounou royale citée dans l'Evening Standard, Charlotte a demandé un jour après une apparition publique « Pourquoi Laura se tient-elle tout le temps à côté de son grand-père ?» C'était une question innocente, mais elle révélait une insécurité plus profonde. La peur que d'une manière ou d'une autre, on empiète sur sa place légitime. Le discours public a également commencé à évoluer. Les tabloïds britanniques, connus pour leur capacité à flairer les discordes au sein du palais, ont commencé à diffuser des titres tels que « Laura contre Charlotte, la lutte silencieuse pour l'avenir de la couronne ». Bien que spéculatives, ces histoires évoquent quelque chose de réel, une nation qui se demande qui est habilité à définir la royauté à l'ère moderne. Et puis, comme pour accentuer encore davantage la division, un moment particulièrement marquant se produisit lors de la cérémonie annuelle de la parade aux couleurs en juin 2025. Les caméras capturèrent de Laura et Charlotte arrivant presque à un même moment, mais tandis que Charlotte était guidée vers le balcon central où se tenaient les membres de la famille royale. Laura fut dirigée vers une enceinte latérale. La vidéo diffusée en direct devint virale. Les réactions du public furent partagées. Certains saluèrent cette démarche, la qualifiant de nécessaire réaffirmation du protocole. D'autres
y virent une humiliation publique orchestrée pour faire passer un message. Ce message, bien que non exprimé, était désormais indéniable. Il ne pouvait y avoir qu'une seule future reine dans le cœur du peuple et le palais ne tolérerait plus l'ambiguïté. À mesure que la rivalité s'exacerbait, la tension montait. Derrière les portes du palais, les conversations se faisaient plus froides. Les événements se répétaient. Et la trêve autrefois fragile entre le sang et le lien forgé après des décennies de scandales et de réconciliations commençait à se désintégrer. Le roi Charles, qui avait toujours cru que l'amour pouvait coexister avec le devoir, se trouvait désormais à la croisée des chemins. Les fondements de la monarchie bâtie sur l'héritage et la lignée sacrée ne pouvaient plus supporter le poids de frontières floues. Il allait devoir choisir. Et il le fit. Mais ce n'était qu'un début. Il s'agissait d'une tâche de routine, une réorganisation des archives dans l'une des bibliothèques privées de la reine Élisabeth II où, assistants et proches de la famille royale cataloguaient discrètement des décennies de documents de correspondance et de notes personnelles. Personne ne s'attendait à trouver quelque chose qui ébranlerait la monarchie en son sein. Mais enfouie parmi des milliers d'enveloppes et de notes se trouvait une lettre d'apparence modeste pourtant scellée d'un sceau de cire appartenant sans équivoque à la princesse Diana. Marquée des initiales CE et datée de la fin des années 1990, l'enveloppe fut remise directement à la princesse Anne qui avait pris en charge la transmission des documents personnels après le décès de sa mère. Elle crut d'abord à un autre message de condoléances ou à un mémo familial oublié. Mais dès qu'elle eut brisé le sceau et déplié les pages manuscrites, un silence s'abattit sur la pièce. Ce qu'elle lut, selon des sources proches de l'événement, la laissa visiblement bouleversée. La lettre n'était ni cérémonielle ni polie. Elle était personnelle et prophétique. D'une écriture élégante et fluide, Diana s'était adressée directement à Charles. Elle commença par la tristesse, non l'amertume, exprimant ses craintes, non pas pour elle-même, mais pour l'avenir de ses fils et de la monarchie dont ils hériteraient. Son inquiétude était simple mais profonde, la crainte qu'un jour des étrangers ne menacent la lignée sacrée de la couronne. Non par des coups d'État ou des scandales, mais par une intrusion discrète. Elle a décrit un scénario où quelqu'un pourrait tenter d'intégrer sa propre famille au récit royal, affaiblissant ainsi le lien entre la monarchie et le peuple qu'elle sert. Diana a souligné que la force de la monarchie ne résidait pas dans l'or ou le protocole, mais dans le sang et la confiance du public. Plus elle s'éloignerait de ce fondement, plus elle deviendrait vulnérable. Le passage le plus marquant de la lettre que la princesse Anne aurait lu à voix haute devant une assemblée de membres de la famille royale, stupéfait, était le suivant. Si William avait une fille, elle ne porterait pas seulement notre nom, elle porterait l'âme du peuple. Elle serait la future Diana. À l'époque où la lettre fut écrite, Charlotte n'était même pas née. Pourtant, cette phrase fit frissonner les personnes présentes. Ce n'était pas seulement un espoir, c'était une prédiction, un avertissement. Anne, fidèle, gardienne de la tradition royale, prit la lettre au sérieux. Elle la cacha à la presse et aux courtisans, sachant que son contenu ne ferait qu'aggraver une atmosphère déjà délicate. Mais elle ne put la cacher à Charles. Lorsque le roi la lut enfin seul dans ses appartements privés, le poids de son passé s'abattit sur le présent. Pour un homme qui avait passé des décennies à tenter de concilier son amour pour Camilla et son devoir envers la mémoire de Diana, la lettre était à la fois un reproche et un appel à l'action. Elle lui rappelait une promesse qu'il n'avait jamais tenue, protéger l'héritage de William et par extension l'avenir de Charlotte. On raconte que Charles aurait pleuré après avoir lu la lettre, fait rare pour un monarque réputé pour sa retenue. Cette nuit-là, il aurait annulé tous ses engagements et refusé toute visite. Il aurait gardé la lettre sur son bureau pendant des jours. Finalement, il devint clair que cette affaire ne serait pas privée, mais qu'elle influencerait une décision publique. Mais plus que les mots eux-mêmes, c'est le moment de la découverte de la lettre qui a perturbé le palais. Alors que les enfants de Camilla gagnaient en visibilité, que les rumeurs selon lesquelles Laura deviendrait l'avenir alternatif de Charlotte se faisaient peu plus forte, la voix de Diana revint tel un fantôme refusant d'être oublié. Pour Charles, la coïncidence était trop brutale, trop significative. La monarchie s'était longtemps enorgueillie d'avancer dans le respect du passé. Mais cette lettre forçait le roi à regarder en arrière, à affronter une époque de douleur et de scandale, et une femme dont l'ombre planait encore sur chaque photo, chaque vague, au balcon, chaque gros titre. Diana était décédée près de 30 ans auparavant et pourtant sa présence ne l'avait jamais complètement quittée. Et maintenant, à travers cette lettre, elle avait repris la parole. Le dilemme auquel Charles était confronté était d'une simplicité cruelle. Il pouvait ignorer la lettre, préserver le statu quo et risquer de laisser l'histoire se répéter. Ou agir, résolument et publiquement, et risquer de briser la paix fragile qu'il avait bâtie avec Camilla. Finalement, le devoir l'emporta sur l'affection. La lettre ne se contenta pas de fasciner Charles, elle le hanta. Elle cristallisa une vérité qu'il avait tenté d'éviter pendant des années. La monarchie ne se résumait pas à savoir qui portait la couronne, mais à ceux que le peuple considérait comme appartenant à sa couronne. Charlotte, par le sang et la foi publique, en faisait partie. Les enfants de Camilla, aussi admirables fussent-ils, n'en faisaient pas partie.
Ainsi, quelques jours après avoir lu la lettre, Charles convoqua la princesse Anne et le prince William. Il en partagea l'intégralité du contenu et ensemble ils convinrent que la ligne de succession devait être clarifiée, préservée et protégée. Le décret privant les descendants de Camilla de tout privilège royal était déjà en cours de rédaction lorsque la lettre fut remise au caveau royal. Sa mission était accomplie, son avertissement entendu. Ce que Diana n'avait pu faire de son vivant, elle l'avait accompli dans la mort. Avec de l'encre et du papier, elle avait changé le cours de l'histoire royale britannique. Camilla arriva au palais de Buckingham dans un brouillard de confusion et d'effroi. Le roi l'avait convoquée d'urgence sans fournir aucune explication, seulement une instruction qui ne tolérait aucun retard. Pour une femme qui avait passé des décennies à maîtriser l'élégance et le protocole, une telle ambiguïté était rare et inquiétante. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui l'attendait derrière les portes du palais. Lorsqu'elle pénétra dans le couloir, devant la chambre royale, la décision était déjà prise. Le décret avait été signé, scellé et versé aux archives royales. Deux hauts collaborateurs la croisèrent en détournant les yeux. Quelques-uns chuchotèrent entre eux, hors de portée de voix, mais une phrase flottait encore dans le silence. « C'est fait, sa famille est partie. » Camilla s'arrêta net, le souffle coupé, comme si l'air s'était solidifié. Ses mains tremblèrent légèrement et elle s'appuya contre une colonne proche. Toute une vie de force passait à se tenir debout malgré le scandale et la honte commençait à se briser. Elle avança de nouveau, pas à pas, le visage pâle et indéchiffrable. Mais lorsqu'elle atteignit les portes de la grande chambre, son corps céda sous le poids de la trahison. Ses genoux fléchirent, mais elle s'effondra sur le sol de marbre, les mains agrippées à la pierre, incapable de retenir les sanglots qui montaient du plus profond de sa poitrine. Dans la chambre, le roi Charles était assis immobile. Il ne se leva pas pour la rencontrer, il ne parla pas. Il resta figé sur sa chaise, les yeux détournés de la porte, comme incapable ou peu disposé à affronter les conséquences de ses actes. Ce silence froid et délibéré était peut-être la blessure la plus profonde de toutes. Camilla l'avait soutenu à travers le scandale, l'isolement et des années de réactions négatives. Mais à ce moment crucial, il avait choisi de se détourner. Les jours suivants furent marqués par un silence qui déconcerta le public et perturba le palais. Camilla se retira complètement. Ses engagements officiels furent annulés sans explication. Sa présence disparut de la circulaire de la cour. Même ses résidences privées connurent une activité inexpliquée, la sécurité étant renforcée et les visites restreintes. Certains la supposèrent en deuil, d'autres en furent conscients. Camilla se regroupait. Selon un rapport divulgué publié par Le Monde, Camilla a commencé à contacter des journalistes étrangers de confiance, de vieilles connaissances en France, en Allemagne et en Italie, par le biais de conversations privées et confidentielles. Bien que ses propos n'aient jamais été cités directement, le message qu'il véhiculait s'est rapidement répandu dans les médias européens. Elle se présentait non pas comme une intrigante, mais comme une femme trahie par l'homme même pour lequel elle avait sacrifié sa réputation publique. L'histoire fit fureur. Les éditoriaux français la présentèrent comme une figure tragique, la reine sans couronne de miséricorde. Les tabloïds allemands allèrent de plus loin, alléguant que Camilla avait conservé des comptes rendus détaillés de conversations privées avec le roi. Preuve, prétendait-il, de promesses désormais rompues. En Italie, le Corriere della Sera la décrivait comme une mère lésée par la froideur de la monarchie. Aucune de ces affirmations ne fut confirmée, mais une confirmation n'était guère nécessaire. L'opinion publique avait commencé à changer. Clarence House a réagi avec une inquiétude croissante. Les équipes juridiques se sont empressées de rédiger des réponses, tandis que les conseillers du palais se sont réunis en urgence pour discuter des mesures de confinement. Un conseiller principal s'exprimant sous couvert d'anonymat, le Gardien a admis que nous avions sous-estimé sa capacité à riposter. Le service de communication a tenté de présenter le décret royal comme une clarification constitutionnelle plutôt qu'une réprimande personnelle, mais le récit avait déjà échappé à leur contrôle. Ce qui a rendu la stratégie de Camilla si dévastatrice, c'est sa subtilité. Elle n'a jamais rien dit publiquement. Elle n'a accordé aucune interview ni fait aucune déclaration, mais elle a envoyé un message, un SMS privé, semble-t-il, envoyé à ses enfants. Ils ne nous effaceront pas, ni maintenant, ni jamais. Soyez prêts. Cette courte phrase a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, rapidement adoptée comme symbole par ses sympathisants. Des hashtags comme Your Royal Erasure et Your Justice for Tom and Laura ont commencé à se répandre sur les plateformes britanniques et européennes. Parmi les jeunes générations, Camilla trouva un soutien inattendu. Nombreux étaient ceux qui considéraient la monarchie comme rigide et dépassée et ses enfants comme les victimes injustes d'un système aristocratique refusant d'évoluer. Des débats publics éclatèrent sur les principales tribunes, certains commentateurs affirmant que c'était le mérite et non le sang qui devait déterminer le statut royal. D'autres, plus traditionnalistes, voyèrent dans la décision de Charles une défense attendue depuis longtemps de la lignée sacrée de la monarchie. Ce qui était indéniable, c'est que Camilla avait changé la donne. Elle n'était plus seulement la consort controversée. Elle était devenue un symbole de résistance certes complexe, mais aussi un symbole de résistance.
Et cette transformation n'échappa ni à la presse ni au palais. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère était tendue. Des membres du personnel ayant régné sous plusieurs règnes ont déclaré que le silence régnant dans les couloirs était sans précédent, même après la mort de la reine Élisabeth. Un valet de pied de longue date a confié à Altimesque: l'on pouvait sentir l'air crépiter comme si une tempête arrivait, mais on ne savait pas de quelle direction. Même Charles, toujours d'un naturel serein, montrait des signes d'usure. Il annulait ses apparitions, se retirait dans des réunions privées et était décrit par ses proches comme distrait et renfermé. Le prix de sa décision, autrefois si clair sur le plan moral, commençait maintenant à peser sur sa vie personnelle. Il avait protégé la lignée, mais à quel prix? La douleur de la trahison était souvent forte. Mais la réponse de Camilla fut calme, calculée et infiniment plus dangereuse. Elle n'a pas brisé la couronne, elle en a ébranlé les fondations. Et tandis que le monde regardait, il devint clair, la reine consort avait perdu sa place dans la ligne de succession, mais elle venait tout juste de commencer sa guerre. Au milieu des troubles qui ébranlaient les fondements de la monarchie, alors que la fureur de Camilla résonnait encore dans les couloirs du palais et que le discours public devenait de plus en plus fragmenté, une figure surprenante commença à capter l'attention nationale. Non par stratégie ou scandale, mais par sa simple présence. La princesse Charlotte, à peine âgée de 10 ans, sortit de l'ombre des troubles royaux pour gagner le cœur d'un public britannique las. Son émergence n'était pas chorégraphiée au sens traditionnel du terme. Elle ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une stratégie de communication, ni ne découlait de réunions du palais. Elle était plutôt organique, naturelle. La monarchie étant assiégée de l'intérieur comme de l'extérieur, le peuple commença à rechercher quelque chose, quelqu'un qui symbolise l'innocence, la stabilité et l'espoir. Charlotte, par son sang et son allure, incarnait ces trois valeurs. Tout a commencé avec une photographie. À la fin du printemps 2025, quelques semaines après le jugement contre la famille de Camilla Charlotte, est apparue à une petite soirée caritative organisée par une école publique main dans la main avec sa mère Catherine. L'enfant portait une robe bleue modeste et affichait un sourire discret. Sa posture était posée, son regard fixe. Une photo, prise par un photographe indépendant et publiée ultérieurement par le Télégraphe, la montrait agenouillée pour saluer une jeune fille en fauteuil roulant, la main posée délicatement sur l'épaule de l'enfant. En quelques heures, la photo était devenue virale. Les médias britanniques et internationaux ont tous profité de l'occasion. Le Guardian a qualifié cela de « retour à l'empathie royale ». Le Daily Mail a surnommé « la nouvelle princesse du peuple ». Les médias européens ont emboîté le pas avec Le Figaro louant la grâce naturelle de Charlotte et Le Monde soulignant son aplomb au-delà de ses années. L'opinion publique, devenue cynique envers la monarchie à la suite des retombées de Camilla, s'est soudainement adoucie. Ce n'était pas seulement du charme. Chez Charlotte, on percevait la continuité de l'héritage de Diana, non seulement par sa ressemblance physique, mais aussi par son lien affectif. Ses interactions semblaient sincères, ses gestes spontanés. Dans une famille où le protocole occulte souvent la personnalité, l'authenticité de Charlotte se démarquait. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence murmurait ce que la monarchie avait désespérément besoin de faire entendre au public: l'espoir est toujours là. En coulisses, Guillaume et Catherine en furent conscients. Ils étaient parfaitement conscients de l'attention soudaine portée à leur fille et agissaient rapidement pour la protéger. Les apparitions étaient limitées, les événements étaient soigneusement organisés, mais ils comprenaient aussi l'inéluctabilité de ce qui se passait. Charlotte n'était plus seulement la fille d'un futur roi. Elle devenait un symbole, peut-être même une source de salut. Selon un haut conseiller du palais qui s'est entretenu avec le Times, Catherine aurait déclaré à son équipe « Nous ne la forcerons pas, mais nous ne la cacherons pas non plus. Elle est l'héritage de sa grand-mère, que nous l'ayons prévu ou non. » Les proches de William ont noté une fierté croissante dans la façon dont il parlait de sa fille. Lors d'un événement familial privé à Windsor, on l'a entendu dire à un invité « Elle porte le cœur de Diana ». Elle ne le sait simplement pas encore. À mesure que l'image de Charlotte grandissait, son poids symbolique grandissait également. Elle apparaissait plus fréquemment dans les milieux éducatifs et humanitaires, inauguration d'écoles forums, de jeunes visites à l'hôpital. À chaque fois, les médias soulignaient sa maturité et son sang-froid, la présentant avec soin comme une future reine, en devenir, même si sa position officielle demeurait la troisième dans l'ordre de succession au trône. L'impact sur la perception du public fut immédiat. Les données de sondage YouGov montraient une hausse de 10 points de popularité de la monarchie auprès des jeunes électeurs, une tranche démographique notoirement désenchantée par la tradition royale. Selon les analystes, cette hausse était en grande partie imputable à Charlotte. Sa visibilité a transformé le débat national, passant des scandales et des questions de succession au renouveau et à l'héritage. Mais ce changement n'a pas été accueilli favorablement par tous. Certains royalistes considéraient l'attention croissante portée à Charlotte comme dangereusement prématurée. Leurs critiques affirmaient qu'accorder trop de poids symbolique à une enfant risquait de reproduire les mêmes pressions qui avaient autrefois écrasé Diana.
Il soulignait l'engouement médiatique démesuré suscité par le moindre geste de Charlotte et se demandait s'il était éthique de lui confier le rôle d'héritière émotionnelle avant même son adolescence. Le palais est resté publiquement neutre, mais en privé, la prudence s'est imposée. L'accès des médias a été restreint. Les engagements publics ont été examinés selon des critères plus stricts. Catherine en particulier a insisté pour que la vie scolaire de Charlotte reste à l'abri de la presse. « Ce n'est encore qu'une petite fille », aurait-elle confié à une confidente. « Le monde la voit peut-être comme une princesse, mais pour nous c'est notre enfant. » Malgré ces précautions, le rôle de Charlotte a continué de prendre de l'ampleur dans l'imaginaire collectif. Les réseaux sociaux ont été inondés de comparaisons entre elle et Diana. Les vidéos de ses discours, brefs enfantins mais assurés, ont été visionnées des millions de fois. Les forums en ligne ont commencé à la surnommer « la future Diana », un titre autrefois tabloïd, mais désormais porteur d'une signification culturelle. Et au sein du palais de Buckingham, Charles en prit note. Il l'observait lors des réunions de famille avec une complexité d'émotions, fierté, regret, voire admiration. Elle lui rappelait non seulement les souhaits de Diana, mais aussi le prix qu'il avait payé pour les exaucer. Chaque regard, chaque sourire de Charlotte le rassurait sur le fait qu'il avait pris la bonne décision. Mais c'était aussi un rappel de ce qui avait été perdu, la confiance de Camilla, l'équilibre de la famille, la dignité tranquille de l'unité. Pourtant, Charlotte n'était pas accablée par cette histoire. Elle vivait au-dessus, non pas dans l'ignorance, mais dans la grâce. Sa présence n'était pas provocatrice, elle était rédemptrice. Tandis que les enfants de Camilla disparaissaient de la vue, cachés par le silence, protégés de la presse, Charlotte se leva comme l'aube après une longue tempête. Elle ne cria pas victoire. Elle devint simplement indéniable, et dans une monarchie en proie à des rumeurs et à des loyautés divisées, c'était peut-être la réponse la plus puissante de toutes. Dans les semaines qui suivirent le décret du roi Charles, la monarchie ne se calma pas. Elle trembla. Si la tempête qui avait balayé Camilla et ses enfants de leur statut royal sembla passer rapidement en surface, les fissures qu'elle laissa sous la couronne continuèrent de se creuser. Pour la première fois depuis des années, la Grande-Bretagne se montra un peu moins unie derrière son souverain. Camilla disparut complètement de la vie publique. Plus de fonctions royales, plus d'interviews, pas même une photo. Si les communications officielles du palais restaient muettes, des sources internes murmuraient qu'elle s'était exilée. Pourtant, pour ses proches, ce silence n'était pas une capitulation, mais une stratégie. Elle ne battait pas en retraite, mais se regroupait. Camilla, humiliée mais pas brisée, avait appris depuis longtemps que le pouvoir est souvent plus dangereux lorsqu'il parle le moins. Pendant ce temps, derrière des rideaux de velours et des murs lambrissés de chêne, ses enfants ne restaient pas les bras croisés. Bien que leur nom ait été rayé de la liste des successeurs, des rumeurs de consultations juridiques ont émergé de cabinets d'avocats discrets de Londres et d'Édimbourg. Plusieurs médias, dont l'Indépendant et l'Écossais, a rapporté que Tom et Laura avaient sollicité un avocat privé pour contester la légitimité constitutionnelle du décret. Le roi pouvait-il, agissant seul, supprimer unilatéralement les droits familiaux sans aucun débat public ni contrôle parlementaire? Aucun dépôt officiel n'a été effectué. Aucune action en justice n'a été annoncée. Mais cette possibilité planait comme une épée au-dessus du palais. L'histoire royale avait connu des abdications, des divorces et même des exils, mais jamais de litige au sein même de la famille royale. Cette seule idée faisait trembler les fondements antiques de la monarchie. Charles, bien que toujours respectueux en public, commença à montrer des signes visibles de fatigue émotionnelle. Ses proches, notamment son valet de chambre et secrétaire de longue date, le décrivaient comme un homme renfermé et colérique. Il passait souvent des heures dans son bureau sans lire ni travailler, mais simplement assis en silence. Le poids de sa propre décision, bien qu'exécutée avec détermination, semblait désormais le hanter plus discrètement. Ses discours publics restaient raffinés, mais son comportement privé en révélait davantage. Selon une source citée dans le Sunday Times, a entendu Charles dire à un assistant de confiance après une apparition publique à Manchester « J'ai donné aux gens ce qu'ils demandaient, et d'une manière ou d'une autre, ils me regardent toujours comme si j'avais volé quelque chose. » La même source a affirmé qu'il gardait la lettre de Diana près de son bureau plié, mais jamais hors de portée. Avec l'absence de Camilla et la transformation de Charles Guillaume et Catherine se sont imposés comme la nouvelle force stabilisatrice. Ils ont accru leur visibilité à travers le pays, ils ont visité des écoles, organisé des réceptions et assisté à des cérémonies traditionnellement réservées aux monarques. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un devoir, il s'agissait aussi de contrôler le récit. Il s'appuyait fortement sur le symbolisme de l'unité familiale et de la continuité générationnelle. Les apparitions soigneusement chorégraphiées de Charlotte s'inscrivaient dans cet effort. Tout comme les gestes subtils, William assumant son rôle d'héritier sans éclipser son père Catherine, insistant sur les valeurs de force maternelle sans établir de comparaison avec Camilla. Le public lassé par le scandale mais toujours attiré par le spectacle royal, accueilli avec une approbation prudente. Pour certains, le décret de Charles représentait un retour à la tradition, une réaffirmation de la lignée sacrée et de l'héritage de Diane. Ils le félicitaient d'avoir rétabli la clarté et d'avoir protégé l'institution de la dilution.
Mais pour d'autres, c'était perçu comme de la cruauté déguisée en principe. Ils voyèrent les enfants de Camilla non pas comme des menaces, mais comme les victimes d'une purge impitoyable destinée à apaiser des idéaux dépassés. Les colonnes d'opinion de toute la Grande-Bretagne reflètent cette division. Le Guardian soutenu que la décision représentait le retrait définitif de la monarchie de la modernité. En revanche, le Daily Expressil l'a salué comme une correction nécessaire à des années de protocoles flous. Même des personnalités politiques ont donné leur avis, certains députés s'interrogeant subtilement sur la pertinence de tels décrets sans consultation. Les réseaux sociaux ont reflété ce schisme. Des hashtags tels que Lagel Stand with Charlotte et Carjim Bloodline Matter ont été repris aux côtés de Lagel Camilla Was Betrayed et Gager Royal Double Standard. La monarchie, autrefois perçue comme au-dessus de la polarisation publique, s'y est désormais enracinée. Hors du Royaume-Uni, l'histoire a pris une ampleur inédite. Des médias internationaux comme le New York Times et le Paysa analysaient cette saga non pas comme des ragots, mais comme le reflet d'une crise d'identité plus profonde de la monarchie. Une famille royale liée par la tradition pouvait-elle véritablement évoluer dans un monde qui exigeait de plus en plus transparence et inclusion ? Le retrait des enfants de Camilla était devenu plus qu'un simple jugement personnel, c'était désormais un débat mondial. Et puis un soir, Charles dit quelque chose qui stupéfia même ses plus proches collaborateurs. Selon un assistant présent lors d'un débriefing nocturne, le roi, après avoir examiné la couverture médiatique, se renversa dans son fauteuil et murmura 4 mots « Diana gagne toujours, n'est-ce pas ?» Personne ne répondit. Inutile. Ces mots portèrent le poids de décennies. Il reconnaissait non seulement les conséquences de sa récente décision, mais aussi la vérité cachée derrière tout cela. Diana, bien que disparue, demeurait la figure la plus puissante de l'histoire moderne de la famille royale britannique. Son ombre a façonné les choix de la monarchie. Son héritage a façonné ses héritiers. Et sa mémoire, malgré des années de tentatives pour l'équilibrer, la tempérer et la réorienter, est restée intouchable. Une fois la poussière retombée, pour l'instant, la couronne restait debout, mais pas indemne. La famille royale avait survécu à une nouvelle tempête, mais à un prix difficilement mesurable dans les sondages ou les gros titres. La confiance avait été mise à l'épreuve, des liens avaient été brisés. Et si le royaume tenait encore debout, il était désormais divisé. Dans le silence des salles du palais, les portraits des anciens monarques contemplaient un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Et dehors, le peuple attentif, interrogateur et plus puissant que jamais attendait le prochain chapitre d'une monarchie qui s'était réécrite une fois de plus dans l'encre, le chagrin et l'histoire.